Dans ce voyage à travers l'actualité, nous ferons escale à Cienso. C'est un petit village oublié dans la région du Kabadougou. Nous parlerons également lutte contre le VIH-Sida. Coiffeurs et esthéticiens s'instruisent sur les rudiments d'hygiène. Et puis la Grande-Bretagne qui célèbre l'arrivée de son nouveau prince. Le bébé royal est né lundi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Des lames, des aiguilles, des pinces ou encore des ciseaux, du matériel utilisé par les professionnels de la beauté dans l'exercice de leur profession, du matériel qui pourrait être source de nombreuses pathologies. Pour éviter le pire, formation des artisans de beauté aux rudiments d'hygiène. Laetitia Manglé. De l'eau et du javel. Tout ce dont a besoin cette coiffeuse pour désinfecter son matériel de travail. Une technique qui, appliquée d'une cliente à une autre, serait suffisante pour lutter contre le VIH-Sida et les autres pathologies du cuir chevelu. On trempe les peignes dans de l'eau et dans cette même eau, on met de l'eau de javel. Et après, on attend quelques heures et puis maintenant on lave. Dans un autre salon de coiffure, Dame Yapi essaie tant bien que mal de prendre soin du matériel de coiffure et d'esthétique. Avant même que la cliente n'arrive, je désinfecte déjà mes instruments et à sa présence même aussi, je le fais. Dans ces deux espaces de beauté, comme dans bien d'autres, on ne se soucie pas que de la beauté des clientes. Leur santé aussi préoccupe. Pourtant, selon le syndicat national des professionnels éclairés de la coiffure et de l'esthétique, 80% des espaces de beauté à Abidjan n'ont aucune notion de désinfection du matériel. Les aiguilles, peignes, lames, coupe-ongles et autres matériels de travail sont parfois utilisés sur plusieurs clients sans grand soin. Le SINAPSECI tire la sonnette d'alarme. Les techniques de désinfection du matériel de coiffure, les techniques de désinfection du matériel d'esthétique ne sont pas véritablement mises en exergue dans la formation sur l'État. Ces séries de formations s'inscrivent également dans le cadre, n'est-ce pas, de la lutte contre le sida dans le milieu de la coiffure. La formation telle qu'engagée est la deuxième du genre. 450 artisans de beauté seront donc en formation dans les jours à venir sur les techniques de désinfection du matériel. L'eau, source de vie, peut être source de maladie, voire même de décès. Le liquide précieux est pourtant denrée rare à Cienso. Ce village situé à une vingtaine de kilomètres de Odiéné, au nord de la Côte d'Ivoire. Dans le village où l'éducation est également en souffrance, le train du développement semble prendre son temps. Des salles de classe de fortune, une cantine qui n'existe que de nom et une cour transformée en pâturage. L'école primaire publique de Cienso, à une vingtaine de kilomètres de Odiéné, souffre de plusieurs maux. Lors de la cantine, on apporte les bancs même qui sont dans les salles de classe pour que les enfants puissent aller manger. Et après le repas, maintenant, on ramène les bancs dans les salles de classe. Même lors des cours, on fait venir des bancs du village, c'est-à-dire les bancs que les jeunes prennent pour s'asseoir dans le village. Et les enfants viennent avec des tabourets pour qu'ils puissent s'asseoir pour étudier. À Cienso, il n'y a pas que l'éducation qui va mal. Aucun centre de santé dans les environs et le village manque cruellement d'eau potable. La seule source d'approvisionnement, c'est ce marigot, également source de 1001 pathologies. Peut-être bientôt la fin du calvaire pour les villageois. Soutenu par l'ambassade de l'Afrique du Sud, le maire d'Odiéné, Nasseneba Touré Diané, s'engage à agir au plus vite. Nous sommes venus avec nos frères et amis de l'Afrique du Sud pour qu'ils voient ça et leur montrer dans le PPU et dans le PND, le Programme national de développement, tout ce qui est prévu pour ça. Ils ont vu, ils sont très émus, ils sont touchés. En tant que pays frère, ils verront le soutien qu'ils peuvent apporter à Odiéné. Une lueur d'espoir donc pour les 400 habitants de ce village, laissés pour compte depuis plusieurs décennies. Retour à Abidjan, bonne nouvelle pour les agents des services douaniers aéroportuaires de Côte d'Ivoire. Cette sous-direction des douanes ivoiriennes est désormais certifiée ISO 9001, une distinction qui confirme la qualité des prestations de ces services. Hamza Diaby.
Les services douaniers aéroportuaires certifiés ISO 9001 version 2008. Une palme d'or obtenue au bout d'un engagement actif de la direction et des acteurs du système, de l'amélioration de la gestion des ressources humaines et de la bonne gestion de l'écoute client. Des efforts qui ont fini par payer. Désormais, nous venons d'apporter la preuve que nous travaillons dans le sens de la qualité que nous voulons mettre au service des usagers, des clients du service public que nous sommes. Et nous sommes tout heureux aujourd'hui de savoir que nous avons passé haut les mains la certification. Selon la direction des services aéroportuaires et des régimes économiques, le défi désormais, c'est maintenir haut le flambeau et ne pas dormir sur ses lauriers. Une chose est d'être certifié, une autre est de prouver à tous les usagers que la vie ne s'arrête pas à la certification, que nous devons continuer à travailler comme il se doit. Le système de management de la qualité de la douane aéroport en évolution positive lui a permis aujourd'hui d'obtenir un avis favorable pour la certification. Toute chose qui entre dans la dynamique des douanes ivoiriennes d'offrir des prestations de qualité aux usagers et partenaires. Un vœu cher à la direction générale pour qui efficacité et transparence doivent être les maîtres mots prenant en compte les normes et bonnes pratiques internationales. Ils sont toujours dans les rues à jouer au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Eux, ce sont les taxis intercommunaux. Si le contrôle systématique annoncé le 17 juillet dernier par les autorités a créé quelques frayeurs dans leur rang dès les premiers jours, eh bien, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ces taxis banalisés ont repris le travail. Le constat de Hamza Diaby. Lundi 17 juillet dernier, c'était une journée sans taxi banalisé. La raison, c'était la date du démarrage de l'opération de contrôle systématique des pièces de ces taxis. Une décision assortie d'une mise en fourrière du véhicule en cas de papier non en règle. Pari réussi, les taxis dits banalisés avaient pointé absent ce jour-là. Aujourd'hui, le constat est différent. Quand les agents sortent, quand il y a opération, ils disparaissent. Mais juste après, ils reviennent. Donc il faudrait qu'on pense à quelque chose de plus sérieux, de constant. Quand on parle de changement, il faut que tout le monde se mette en règle. Le changement, il faut que ça s'étende à tous les niveaux. Conduire en priant pour ne jamais rencontrer les agents de police, c'est ce qu'ont choisi de faire les conducteurs de Wororo banalisés, dont l'excuse est toute trouvée. Nous-mêmes, on est là, nous sommes prêts pour les papiers, mais nous ne savions pas à quelle structure s'adresser. Sinon, on n'a pas d'autorisation type. Donc on se cache un peu pour rouler comme ça. Les syndicats de transporteurs, eux, sont formels. Les chauffeurs et propriétaires de taxis banalisés doivent se mettre en règle pour participer à l'assainissement du transport urbain. Nous, COLURTIC, Comité de lutte pour la réinsertion des taxis intercommunaux, apportons notre soutien total et indéfectible à la décision prise par le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et invitons par ailleurs les transporteurs et auxiliaires de ce mode de transport à respecter strictement les décisions contenues dans ce dit protocole d'accord. Des consignes à respecter en se rendant simplement à l'AGETU, l'agence de gestion du transport urbain, pour se procurer le document qui leur fera échapper à la fourrière. Une page religion à présent, deuxième jour du pape François au Brésil où il participe au JMJ. Les journées mondiales de la jeunesse, messes et concerts ont marqué hier la cérémonie d'ouverture de ces JMJ. Ouverture donc hier mardi des JMJ, les journées mondiales de la jeunesse. Au Brésil, 1,5 million de jeunes sont attendus à ce grand rassemblement des jeunes catholiques. Ils attendent beaucoup de leur église. Que prévoit-elle justement pour leur insertion sociale? Écoutons le père Augustin Aubrou, chargé de communication du diocèse d'Abidjan. Il était hier l'invité du journal de 19h30. Il suffit de voir déjà cette journée mondiale de la jeunesse. C'est quelque chose qui a été institué par le pape Jean-Paul II, soucieux de l'avenir spirituel et même de l'avenir social des jeunes. Donc pour l'Église, la jeunesse, comme dirait le pape lui-même dans son message, c'est la prunelle des yeux de l'Église. C'est l'avenir de l'Église. Donc l'Église met tout en œuvre pour que cette jeunesse-là soit une jeunesse moralement assise, spirituellement assise, oui, et puis une jeunesse qui puisse vraiment, à l'avenir, se prendre en charge. C'est tout ce que l'Église fait. Et ce message que le pape donnera ces jours-ci aux jeunes, ce sera ce message-là. Qu'ils se prennent en charge et qu'ils soient des témoins.
Il a à peine 2 jours, pas encore de prénom, mais un titre et non des moindres. Lui, c'est le bébé de Kate Middleton et du prince William. Le prince de Cambridge, 3e dans l'ordre de succession du trône, est né lundi. Ils sont épuisés après ce qui a été un véritable marathon d'attente devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Mardi matin, les fans les plus acharnés de la famille royale britannique étaient heureux et pleins d'espoir. J'aimerais tellement porter leur bébé, mais bon, je ne pense pas qu'ils me laisseront faire. On n'a pas dormi de la nuit. Et quand on a entendu la nouvelle, on a chanté, dansé, trinqué et chanté encore en criant « C'est un garçon, c'est un garçon !» Lundi à 20h24, 4 heures après l'accouchement, c'est un crieur qui annonce dans les règles de l'art la naissance du bébé royal. Tout de suite, la foule laisse exploser sa joie devant l'hôpital. La fête s'empare de toute la ville jusque tard dans la nuit. Fans et touristes convergent devant les grilles de Buckingham Palace. Oui, c'est comme une grande fête, c'est la soirée de Londres. 2 êtres qui s'aiment, qui ont un bébé ensemble, fantastique. Rapidement, la naissance du bébé de 3 kg et 800 grammes fait la une des journaux du monde entier. Au Japon, la famille royale britannique est partout et même dans les pensées du Premier ministre. C'est une grande et heureuse nouvelle pour le Royaume-Uni et pour le monde entier. Mes sincères félicitations. Il faudra attendre la sortie de l'hôpital de Kate Middleton pour apercevoir le bébé royal. 3e dans la lignée d'accession au trône, l'arrière-petit-fils d'Elisabeth II est en tout cas déjà une star. Et puis en République démocratique du Congo, Denis Sassou Nguesso se propose de faire la médiation entre la majorité présidentielle et l'opposition. Réaction mitigée autour de ce sujet. La visite de Joseph Kabila à Brazzaville n'est pas passée inaperçue. Le président du Congo-Kinshasa est venu demander conseil à son plus proche voisin, l'inamovible Denis Sassou Nguesso. Ensemble, ils ont abordé la guerre dans l'est de la RDC et surtout les blocages politiques entre Joseph Kabila et son opposition. À l'issue de la rencontre, proposition remarquée du président Sassou. La RDC nous concerne directement. Sollicités au pas, nous les suivons en permanence. Et si les autorités souhaitent notre concours encore plus appuyé, comment pourrions-nous refuser? Sassou Nguesso se propose donc en médiateur du dialogue au Congo-Kinshasa. Réaction très critique à Brazzaville de l'opposition radicale. Nous avons été surpris par cette offre, d'autant que le président Sassou lui-même n'arrive pas à rencontrer ou ne veut pas rencontrer l'opposition congolaise dans son propre pays. En tant qu'opposition, nous avons réclamé la tenue des États généraux depuis le mois d'octobre 2012. Jusque-là, nous attendons la réponse du président Sassou. Même commentaire perplexe de cet observateur de la vie politique congolaise. Je pense que quand on va résoudre des problèmes ailleurs, on est sûr que chez soi, on a montré l'exemple qu'il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'il faut commencer par balayer sa propre maison d'abord. Oui, naturellement. À Kinshasa, en revanche, l'opposition prend acte de l'offre de Sassou Nguesso. Vital Kamerhe, le chef de l'UNC, estime même qu'il ferait un bon arbitre. D'autres responsables politiques sont plus prudents. En tout cas, ils exigent maintenant du pouvoir un vrai dialogue et non de simples concertations. Voilà, et puis sachez avant de nous dire au revoir que les Togolais sont attendus demain aux urnes pour choisir donc les 91 députés de leur Assemblée nationale. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis.